Bonjour. La notion de co-emploi n'a cessé de susciter la controverse depuis que la Cour de cassation l'a adoptée et la façonne au fil de ses arrêts. En témoigne ainsi cet arrêt rendu récemment par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 mars 2017, un arrêt publié, numéro de pourvoi 15-16-865. Alors, avant d'analyser cet arrêt, rappelons en deux mots ce qu'est le co-emploi. Rappelons qu'en principe, l'exercice d'un pouvoir de direction qui constitue le critère du contrat de travail se caractérise par un pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. C'est le célèbre arrêt Société Générale de la Chambre sociale rendu en 1996. Mais par exception, la Cour de cassation a élaboré la théorie du co-emploi, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours nécessaire de prouver qu'une société exerce sur une personne un pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements pour considérer que cette société est un employeur. Finalement, le co-emploi est une méthode originale de recomposition de l'employeur dans l'hypothèse où un travailleur est déjà salarié d'une société. Dans cette hypothèse, il va pouvoir démontrer qu'une autre société exerce un tel pouvoir sur la société employeur qu'en réalité cette autre société est aussi son employeur. Donc cette méthode de recomposition de l'employeur est originale en ce qu'elle va déduire l'existence ou la qualification d'employeur non pas des relations entre une société et un travailleur, mais des relations entre deux sociétés et en particulier dans un groupe de sociétés, des relations entre une société mère et une société filiale. Un salarié de la société filiale va tenter de démontrer que, outre son premier employeur, la société filiale, il a également un autre employeur, un co-employeur, qui est la société mère. Alors, l'identification d'un co-employeur a évidemment des enjeux extrêmement importants. Le premier enjeu procédural international consiste à identifier le juge compétent en présence d'une société mère qui est étrangère. Si on requalifie cette société mère de co-employeur, en vertu du règlement de Bruxelles, ce salarié va pouvoir démontrer la compétence du juge français. En témoigne, en ce sens, l'arrêt Aspo-Comp rendu par la Chambre sociale le 19 juin 2007. Autre enjeu, toujours dans les conflits, c'est le conflit de loi. Quelle est la loi applicable ? Si on démontre que cette société mère étrangère est aussi co-employeur d'un salarié français, en vertu du règlement de Rome 1 de 2008, ce salarié va pouvoir considérer que la loi française s'applique également à sa relation de travail avec son employeur et avec son co-employeur, puisque l'article 8 du règlement de Rome prévoit qu'à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou à défaut, à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail. Donc, compétence du juge français, compétence de la loi française, compétence également prud'homale, puisque l'action en justice de ce salarié, le plus souvent d'abord contre son employeur, mais aussi contre son co-employeur, relèvera de la compétence du Conseil de prud'homme. Enjeux procéduraux, mais bien sûr d'autres enjeux. D'abord, le co-emploi a une dimension essentiellement collective. Il va permettre de démontrer qu'une société est en réalité co-employeur des salariés d'une autre société. Autrement dit, l'identification d'une situation de co-emploi ne vaut pas seulement pour un salarié de la filiale, mais pour tous les salariés de la filiale. Et donc les conséquences sont très importantes, puisque lorsqu'est identifié un co-employeur, ce dernier est d'abord responsable in solidum à l'égard des salariés avec l'employeur initial. Donc il y a une responsabilité in solidum qui est d'autant plus intéressante que l'employeur initial connaît des difficultés économiques, n'est plus solvable. Par exemple, il fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d'ailleurs, comme dans l'affaire que nous allons analyser. Et puis, plus qu'une responsabilité in solidum, l'identification d'un co-employeur
va permettre d'imputer au co-employeur toutes les obligations du droit du travail. Par exemple, les salariés vont pouvoir affirmer que le co-employeur n'a pas mis en place de plan de sauvegarde de l'emploi, n'a pas mis en place son obligation de reclassement des salariés licenciés pour motif économique, etc. Alors, reste à savoir maintenant quels sont les critères du co-emploi. La Cour de cassation, alors, après avoir exigé d'abord l'existence d'une totale communauté d'intérêt de direction, a ensuite élaboré le critère de la triple confusion, la confusion d'intérêt, d'activité et de direction, notamment dans un arrêt social 26 juin 1997. Donc il faut qu'existe dans les relations entre la société employeur, la filiale et la société mère, une triple confusion, une confusion d'intérêt, d'activité et de direction entre elles. Traduction, en fait, il faut que la société mère s'immisce dans la gestion de la société filiale. Alors, cette notion de co-emploi a pris beaucoup d'importance dans le contentieux. Un nombre croissant de salariés l'ont invoqué. Ça a pu effrayer les groupes de sociétés qui, finalement, se voient imputer des obligations à l'égard de salariés de filiales. Et donc, l'engouement pour cette technique, l'engouement contentieux, a entraîné une crainte importante, à tel point que, y compris du côté de la Cour de cassation, par exemple, le doyen Bailly de la Chambre sociale a affirmé que le co-emploi doit rester une situation exceptionnelle dans un article en 2013. Et donc, cette réorientation jurisprudentielle s'est traduite très rapidement par le célèbre arrêt Molex rendu par la Chambre sociale le 2 juillet 2014. La Cour de cassation affirme, et elle le répétera ensuite dans tous ses arrêts, que au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe, et au-delà de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer. Donc il faut aller au-delà de la coordination des actions économiques et au-delà d'une simple situation de dépendance économique. Il faut, pour caractériser le co-emploi, je cite, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société filiale. Donc la Cour de cassation demande au juge du fond, qui apprécie l'existence d'une situation de co-emploi, de rechercher au-delà de la seule coordination des actions économiques entre les sociétés et au-delà de la seule domination économique qu'une société mère peut exercer sur une filiale, de rechercher si la société mère ne s'immisce pas dans la gestion à la fois économique et sociale de sa filiale. Alors, depuis ces arrêts, la Cour de cassation a quasiment systématiquement refusé la qualification de co-emploi, sauf dans une hypothèse, un arrêt très remarqué de la Chambre sociale rendu le 6 juillet 2016 à propos de l'affaire 3 Suisses, sur laquelle je reviens dans un instant. Alors, dans l'arrêt du 7 mars 2017, la Cour de cassation apporte d'utiles précisions sur la méthode d'identification d'un co-employeur. Dans cette affaire, des salariés d'une société appartenant à un groupe, le groupe Partouche, et ici c'était les salariés de la société Grand Casino de Beaulieu, qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Ces salariés ont été licenciés pour motif économique par la filiale, donc la société Grand Casino de Beaulieu, et après avoir introduit une action devant la juridiction prud'homale, les salariés cherchent à rendre la société mère codébiteur solidaire de leurs demandes en paiement de diverses sommes. Alors leur demande fut favorablement accueillie par la Cour d'appel qui retient l'existence d'une situation de co-emploi. La Cour d'appel relève que la société mère était systématiquement représentée dans les organes des filiales du groupe. Elle reconnaissait la société mère au terme d'une convention de trésorerie conclue entre elle et ses filiales, outre l'exercice d'un pouvoir de décision et de direction, que cette société mère était liée à sa filiale par une convention de prestation de services qui prévoyait l'intervention de la société mère à la demande de sa filiale et moyennant une rémunération.
Intervention dans quoi? Dans des prestations, notamment de marketing, prestations financières, prestations d'assistance technique, de services de formation du personnel, d'aide au recrutement, services administratifs, secrétariat général, gestion financière, etc. Et donc la Cour d'appel relève cette convention de trésorerie, cette convention d'assistance, et elle constate que cette convention a été complétée par un avenant proposant encore des services plus étendus, que la société mère a ensuite fourni un soutien financier à sa filiale, anormalement élevé, que le dirigeant de la filiale devait soumettre son budget à la société mère, qu'il devait rendre régulièrement compte de sa gestion auprès de la société mère. Bref, on voit bien quand même que la société filiale n'était pas totalement autonome dans sa gestion. Mais est-ce que pour autant, cela suffit à caractériser une immixtion dans la gestion économique et sociale? Non, pas pour la Cour de cassation. Et donc l'arrêt de la Cour d'appel est cassé. La Chambre sociale reprend au mot près l'attendu de l'arrêt Molex, donc au-delà de l'action de coordination, enfin au-delà de la coordination des actions économiques des filiales, il faut aller au-delà de la domination économique et il faut constater une immixtion dans la gestion économique et sociale des filiales. Mais surtout, et c'est là l'apport de l'arrêt, la Cour de cassation précise que, contrairement à ce qu'avait considéré la Cour d'appel, le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que cette société mère ait apporté à sa filiale un important soutien financier, ou encore le fait que le fonctionnement de la filiale ait été défini avec la société, par la société dominante, qu'il y ait une convention de trésorerie, qu'il y ait une convention générale d'assistance moyennant rémunération, eh bien, tous ces faits ne pouvaient suffire à caractériser une situation de co-emploi. Alors, l'arrêt rappelle des points qui sont déjà précisés par ailleurs par la Cour de cassation. Par exemple, la Cour de cassation a déjà affirmé dans d'autres arrêts que la désignation des dirigeants de l'employeur au sein du groupe, donc le fait que les dirigeants de la société employeur aient été désignés par la société filiale, le fait que les dirigeants soient en étroite collaboration, les dirigeants de la filiale soient en étroite collaboration avec la société mère, le fait que la société mère ait fourni des moyens financiers à la filiale et contribué au paiement de ses dettes, ces éléments ne peuvent suffire à qualifier une situation de co-emploi. Ces éléments ont déjà été précisés par la Cour de cassation, notamment dans l'arrêt Molex, déjà cité du 2 juillet 2014, ou encore dans deux arrêts du 6 juillet 2016. Donc ça, ce n'est pas nouveau. En revanche, la Cour de cassation refuse pour la première fois que la conclusion entre la société filiale employeur et la société mère d'une convention de trésorerie et d'une convention d'assistance générale moyennant rémunération contribue à caractériser une situation de co-emploi. Ça ne suffit pas. Alors, s'agissant des conventions de trésorerie, il faut rappeler que ces conventions de trésorerie conclues entre la société filiale et la société mère sont parfaitement licites du point de vue du droit commercial. Mais il est vrai que ces conventions peuvent traduire une domination économique d'une société mère sur sa filiale, mais on l'a dit avec l'arrêt Molex, la domination économique ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ça ne caractérise pas une immixtion. Donc cet indice, à savoir l'existence d'une convention de trésorerie entre la société mère et la société filiale, ne suffit pas. Cela ne veut pas dire que l'indice est irrelevant, cela veut simplement dire qu'il est insuffisant. Deuxième point, s'agissant des conventions d'assistance. Donc contrat conclu entre une société mère et une société filiale pour réaliser un certain nombre de prestations de services moyennant rémunération de la société mère au bénéfice de la société filiale. Ces conventions d'assistance, c'est à la fois une sorte de contrat de mandat et en même temps un contrat d'entreprise. Eh bien, ces conventions d'assistance, en pratique, sont très développées dans les groupes de sociétés, assistance technique, administrative, juridique, etc., informatique. Et encore une fois, il faut dire que ces conventions d'assistance ne sont pas illicites en tant que telles, mais évidemment, elles peuvent traduire l'exercice d'un pouvoir d'une société sur une autre société.
Alors, ce qu'il faut regarder, c'est la nature du pouvoir qui est transféré. Dans l'affaire en cause du 7 mars 2017, l'assistance qui était fournie par la société mère à la filiale n'entraînait pas un transfert de l'intégralité des pouvoirs de la société filiale à la société mère, et plus encore, quand on lit les faits de l'espèce, la société mère ne mettait pas en œuvre elle-même les décisions prises. Donc, il n'est pas étonnant à la lecture de cet arrêt qu'une simple assistance fournie par la société mère au bénéfice de la filiale ne soit pas constitutive d'une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale d'une société filiale. En revanche, dès lors qu'elle emporte en fait ou en droit une substitution de la société mère dans les prises de décision concernant les relations de travail avec le personnel de la filiale, la qualification de contrat d'assistance semble compromise. Dès lors que, en réalité, on n'est plus dans l'assistance, mais bien dans le fait qu'il y ait gestion par la société mère des relations sociales de la filiale et d'un ensemble d'aspects économiques de la société filiale, et bien dans ce cas-là, la qualification de co-employeur peut être retenue. Et ce fut d'ailleurs le cas dans un autre arrêt, 3 Suisse, que je citais tout à l'heure, rendu par la Chambre sociale le 6 juillet 2016. Dans cette affaire, l'existence de conventions d'assistance permettait en réalité de constater que ce n'était pas seulement de l'assistance qui était proposée par la société mère, c'était de véritables conventions de gestion. La société mère, en réalité, mettait en œuvre les décisions de la filiale en son nom et pour son compte. Bref, pour identifier une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale, une situation de co-emploi, il faudra vraiment caractériser un dessaisissement des attributions, des pouvoirs économiques et sociaux de la société filiale au bénéfice de la société mère. Je vous remercie.